Bonjour à tous. Bienvenue à cette causerie CGI, le Palais des Congrès du futur, organisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Cette causerie CGI est présentée par SNC-Lavalin et en collaboration avec Hydro-Québec. Je cède maintenant la parole à Jean-Denis Charret, vice-président Développement des affaires, partenariat et membership à la Chambre. Jean-Denis, ça sera à toi. Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à cet événement de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Aujourd'hui, on est plus de 350 pour avoir le plaisir de discuter avec Robert Mercure, président et directeur général du Palais des Congrès, et son collègue Luc Charbonneau, directeur développement des affaires et alliances stratégiques. Alors, merci beaucoup, messieurs, de vous joindre à nous. En général, c'est le Palais qui accueille les événements de la Chambre et on est très heureux d'avoir l'occasion de vous accueillir dans le contexte actuel. L'événement d'aujourd'hui est un événement qui est très stratégique du point de vue de la Chambre. Premièrement, l'industrie touristique est une industrie qui vit des défis importants dans le contexte de la COVID-19, mais qui a un impact économique extrêmement important, notamment au niveau du tourisme d'affaires. Tourisme d'affaires qui représente 20 de toutes les retombées économiques. Ce qui est intéressant au niveau du tourisme d'affaires, c'est que non seulement on a des retombées économiques directes, mais ça aide à positionner la métropole à l'international, de positionner nos secteurs phares de l'économie. Et c'est extrêmement important. D'ailleurs, en 2018, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Montréal International ont réalisé une étude sur la connectivité internationale de Montréal. Non seulement on réalise à quel point Montréal est une des métropoles d'Amérique du Nord les plus connectées internationalement, mais cette étude-là démontrait un lien sans équivoque entre le PIB de la région, la création de richesses, la productivité et également le salaire médian. Alors, c'est clair que d'un point de vue de chambre de commerce et de la communauté d'affaires, la connectivité internationale était au cœur de notre économie et dans un contexte où on va amorcer une relance économique, elle continuera d'être au cœur. Et en ce sens-là, toute infrastructure ou organisation qui peut faciliter notre connectivité internationale est hautement stratégique. Alors, on peut penser au port de Montréal, on peut penser à l'aéroport, mais on peut certainement penser à notre palais des congrès qui joue un rôle extrêmement important. Alors, pas de pression, messieurs, mais je pense qu'avec le contexte qu'on vit, dans le contexte de la relance, il faut absolument, et c'est primordial du point de vue de la communauté des affaires, de s'assurer d'avoir un palais qui est en santé et qui joue pleinement son rôle. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Robert Mercure qui va faire un court mot d'ouverture et par la suite, Robert, Luc et moi poursuivrons la discussion. Alors, Robert, c'est à toi. Bien, merci beaucoup, Jean-Denis. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, puis merci, très apprécié. Je suis très heureux d'être ici parmi vous. Il faut réaliser que le Palais, on est une société-État provinciale pour stimuler les retombées économiques, aussi les retombées intellectuelles et les retombées sociales. Qu'est-ce qu'on veut faire avec le Palais au niveau de notre nouvelle vision, si on veut? C'est de vraiment devenir une vitrine de créativité montréalaise. Et on veut être vraiment le Palais de l'avenir. Donc, et c'est avec des partenariats stratégiques avec les grands joueurs et beaucoup de joueurs, honnêtement, à Montréal, qui sont capables de vraiment faire rayonner la créativité et les solutions pour nos clients. On veut devenir un centre de congrès de solutions et pas juste une grosse boîte carrée où on vend des pieds carrés. Donc, on veut être un centre de solutions. Donc, ce qui est intéressant avec la crise, c'est que c'est vraiment en train d'accélérer les tendances que nous avons déjà identifiées avant la crise. La technologie, l'environnement, le besoin de se réinventer au niveau de l'événementiel, vraiment stimuler la créativité, plus de dialogue et moins de monologue dans les événements. Et ça devient une partie de notre plan stratégique. Et on réalise que ces enjeux-là sont devenus vraiment urgents maintenant pour accélérer. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce que nous avons fait depuis 1 an et demi passé? On a créé un lab événementiel avec une douzaine de startups événementiels avec MT Lab et le quartier d'innovation aussi, c'est un autre partenaire. Puis, on veut vraiment aider nos clients à trouver des nouvelles solutions pour aider à se réinventer selon nos niveaux de confort. Donc, CityLab va continuer à grandir, amener des startups événementielles pour aider nos clients à se réinventer
dans leur zone de confort et de budget. Le développement durable, je suis très fier que l'année passée, on a rendu le palais 100% comme bâtisse carboneutre et on est capable de aussi vendre des crédits purement générés au Québec. Et ça, c'est très unique pour nous comme palais et centre de congrès à travers le monde. Donc, nos crédits de carbone sont générés localement, si on veut. Au niveau de la technologie, il y a plusieurs choses. Un, on est en train de lancer un studio palais, un studio podcast, télé, radio, où on est capable de fournir des services dans une façon très abordable et accessible pour nos clients, pour capturer le contenu, faire le editing et pousser ça dans leurs réseaux sociaux. C'est très important qu'on est capable d'aider nos clients à faire rayonner leur industrie, leur sujet, leur événement. Et on veut amener plus en plus d'outils en partenariat avec les gens pour aider nos clients et faire rayonner les sujets qu'on veut pousser de ces industries-là. L'autre aspect technologique que nous avons aussi planifié, on était supposé l'ouvrir franchement au mois de mai, mais là, on va regarder pour cet automne une salle avec une expérience immersive. C'est un partenariat public-privé et ça va être vraiment comme un musée numérique. Je trouve que c'est vraiment l'avenir où c'est B2C et B2B. Donc, ça va être disponible et ouvert au grand public. Donc, c'est inspiré par l'Atelier des Lumières de Paris, comme exemple. Donc, des expériences immersives, pas exactement la réalité virtuelle, mais pas loin. Donc, vraiment intéressant avec un contenu qui va continuer à évoluer. Mais aussi, on peut adapter le contenu pour nos groupes et faire des réceptions le soir. Donc, on va être capable d'offrir une des salles les plus technologiques au Canada, au Palais, pour nos clients. L'autre aspect, c'est aussi le bien-être. On a fait un partenariat avec une compagnie qui s'appelle Organic pour aider à nos clients à facilement faire du réseautage, pour aider nos clients à amener un peu comme l'audiovisuel ou la restauration, le côté wellness, bien-être, dans nos événements groupes. Donc, c'est vraiment l'avenir et on est très fiers de cette offre-là. Aussi, on est en train de renouveler notre retail. On veut amener Montréal et les produits québécois au Palais. On regarde des options avec du coworking. On veut vraiment amener ça comme une vraie expérience de Montréal au Palais pour nos délégués. On a presque 1 million de délégués par année et on veut faire rayonner la richesse culturelle, gastronomique de Montréal pour nos clients. Quand on parle de la restauration, je suis très fier d'annoncer aussi un partenariat avec l'ITHQ. On va créer un lab culinaire pour les banquets. Ça va être un des premiers, je pense, en Amérique du Nord. Et on va être capable de vraiment explorer avec les étudiants l'avenir de c'est quoi la restauration groupe de l'avenir. L'autre chose qu'on est en train aussi de monter, c'est de faire la coproduction de l'événementiel avec des partenaires. On veut identifier des opportunités pour lancer l'événementiel aussi, pour redémarrer l'industrie. Et je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour amener ça complètement ailleurs au niveau de faire rayonner Montréal à travers le monde. Oui, Jean-Denis. Merci beaucoup, Robert. Écoute, c'est intéressant ce que tu dis. Puis ce que je retiens, c'est que, bien évidemment, le palais, hein, c'est une bâtisse, c'est concret, il y a du béton, il y a des vitres de toutes sortes de couleurs qui sont un emblème de Montréal. Mais en réalité, quand je t'écoute, le palais, c'est beaucoup plus que ça. C'est un écosystème, c'est des partenariats et le palais est au centre de cet écosystème-là et comme je le disais un peu au début, est un outil extrêmement important pour la métropole, pour son rayonnement. Et en ce sens-là, ce que tu exprimes, c'est qu'avant la situation de COVID-19, il y a tout un pivot que vous étiez en train de prendre avec une nouvelle vision. Et on pourra en reparler plus tard, mais j'imagine que le contexte actuel, comme tu le disais, sera un agent d'accélération de cette transformation-là. Et donc, ça représente des défis, mais également, il y aura des opportunités qu'il faudra saisir. Et ça, c'est le palais, mais tous ses partenaires qui vont devoir le saisir ensemble. Alors, très, très intéressant. Ma prochaine question va s'adresser à Luc. Écoute, au fur et à mesure qu'on a vu la situation du COVID se déclarer, l'urgence sanitaire prendre de la place, on a vu à travers tout le monde des grands événements tomber les uns après les autres, être annulés avec une forme de réaction, une vitesse de réaction différente selon les pays. La Chambre, d'ailleurs, en collaboration avec Investissement Québec, et organisait une mission dirigée par le ministre Fitzgibbon. On avait presque 250 participants qui s'en allaient
à Hanover-Messe. Et ça a créé énormément de problèmes, de frustration au niveau des participants. Puis en même temps, bien, il y a un contexte mondial qu'on ne contrôle pas. On a vu la détresse de palais des congrès à travers le monde, mais clairement, ça a affecté également notre palais des congrès. Alors, quel était l'impact? Comment avez-vous vécu cette situation-là? Puis par la suite, on pourra parler de comment on se retourne et comment on effectue notre pivot à court terme. Alors, Luc, je t'inviterais peut-être à commenter. Merci, Jean-Denis. Ben, écoute, ça a été un choc total, là. Il n'y a personne qui a vécu ça avant à nulle part. Et quand on dit qu'on a arrêté complètement toutes nos activités là, à partir du 12 mars, ça a été une expérience très inusité, pour dire le moins. Là. Et ça a été quand même 41 annulations là, qui représentent à peu près 100 millions de dollars de retombées du côté des congrès et des expos. La fermeture des frontières, ça voulait dire que tous nos congrès internationaux et américains, je veux dire, c'était même plus une option. Là. Mais quand même, comme équipe, on s'est tourné très, très, très rapidement. On s'est retrouvé à travailler, à faire du télétravail, là, en temps de le dire. J'aurais jamais cru qu'on était si bon technologiquement. En fait, la machine a continué à rouler et on a vite compris que ça allait être long et que le retour serait d'abord du côté du marché domestique, du marché des congrès québécois, des réunions et des conférences québécoises, un peu d'exposition. Donc, on s'est concentré sur ça en premier pour préparer le terrain. Et Robert va vous en parler tantôt. On a été très rapide aussi à développer un protocole qu'on a publié, je pense, hier ou avant-hier, qui en fait s'inspire de tous les protocoles qui ont été développés à travers le monde. Donc, c'est un travail du service de la production chez nous qui a été quand même fantastique et très complet. L'offre hybride aussi, ça a demandé beaucoup de travail et c'est très prometteur. Et ça aussi, j'ai hâte que Robert vous en parle. Et malgré tout ça, vous savez que malgré les 41 annulations, on a quand même réussi à sauver bien des meubles. Hein. Il y a 13 congrès qui voulaient annuler complètement, qu'on a convaincus de déplacer leur date plutôt en 21, 22, 23, 24. 2 expositions aussi. Il y a encore 8 gros congrès avec qui on parle pour les convaincre de bon, ben 2020, ça ne sera pas possible, mais parlons-nous de vos prochaines dates d'ouverture. Et on a même réussi, malgré tout ça, là, à confirmer 16 nouveaux événements là, qui n'étaient pas au calendrier du tout, dont 2 congrès. Ça ne sera pas le trimestre du siècle, mais quand même, c'est quand même 16 nouveaux événements là, qui ont un potentiel d'à peu près 22 millions de dollars. Donc, c'est intense, très occupé et on a appris à vitesse éclair. Ouais. Ben, écoute, j'imagine, c'est ça, puis c'est la réalité dans la plupart des industries. Il faut se retourner extrêmement rapidement. Moi, je suis quand même impressionné là, que vous ayez réussi à vous retourner, puis surtout à attirer déjà des congrès. Fait que ce que je comprends, c'est que la business est ouverte et ma compréhension d'un processus pour attirer des congrès, c'est que ce n'est pas quelque chose qui se fait en 2 semaines ou même en 3 mois. Alors, le travail qu'on fait maintenant, oui, c'est pour l'année prochaine, mais c'est pour dans 2, dans 3, dans 4 et parfois dans 5 ans. Alors, si l'écosystème ne se mobilise pas actuellement pour tenter d'attirer ces congrès-là, ce sera un impact ou des pertes dans les prochaines années, alors qu'on l'espère tous, la situation sera revenue à la normale et c'est là où le travail, il faut le faire maintenant. Alors, de quelle façon vous accompagnez? Est-ce que vous avez changé vos méthodes d'accompagnement? Est-ce que le développement des affaires pour attirer le congrès, c'est la même chose aujourd'hui? Puis, quel message on lance à tous les gens, à tous les secteurs porteurs de Montréal qui peut-être ne pensaient pas à ce moment-ci à dire c'est le temps de travailler à attirer les congrès du futur? Quel message on leur lance? Écoute, ta question est très pertinente et c'est une des raisons pour laquelle on ne pouvait pas, nous, arrêter les opérations parce qu'effectivement, bien sûr, il y a de la business qui vient au Palais des Congrès qui est plus de dernière minute, mais nos congrès, c'est planifié 7, voire 10 ans à l'avance. Donc, le travail qu'on fait maintenant, c'est pour les années futures. Donc, je vais essayer de répondre à ta question le plus complètement possible. Je vais parler de 3 choses. Je vais te parler de l'équipe,
comment on identifie des occasions d'affaires, mais surtout, justement, comment on développe nos occasions d'affaires avec l'aide de gens locaux, qu'on appelle avec beaucoup de respect nos champions locaux là, et nos ambassadeurs. Et l'équipe, présentement, ben, c'est certain qu'on a eu à gérer beaucoup d'annulations, des reports de dates, répondre à plein de questions de clients qui étaient tout aussi paniqués que nous, il faut le dire. Mais au-delà de ça, on a continué à faire notre travail. Puis le travail, l'équipe des ventes au Palais, c'est quand même 25 personnes, dont 12 délégués commerciaux. Hein. Et puis nous, on travaille tous les marchés. On travaille le marché des congrès, le marché des expositions, les conférences, les réunions corporatives puis locales. Et c'est des gens qui ont continué à déployer là, toute la passion et les compétences qu'ils ont, là, qui se traduisent hein, d'une année à l'autre avec 350 confirmations, des événements qui génèrent des retombées touristiques. Là. Les dernières qu'on a là, pour l'année 18-19, c'était quand même 215 millions de dollars de retombées touristiques. C'est énorme. Et on a continué à travailler comme on le fait toujours aussi en équipe. Parce que l'équipe des ventes, ce n'est pas juste notre petite gang de 25, là. On abat les silos hein, au Palais des Congrès. Donc, on met à contribution nos équipes de production, notre équipe de marketing, naturellement, les TI. On travaille tous ensemble et on travaille avec des partenaires internes comme nos décorateurs, notre fournisseur de nourriture et boissons, mais aussi avec plein de partenaires de l'industrie. On travaille de très, très près avec les hôteliers, naturellement, les organisateurs d'événements, les décorateurs, des grandes organisations comme Montréal International, les aéroports de Montréal, et puis bien sûr, Tourisme Montréal. Hein, c'est un joueur avec qui on travaille de très, très près. On partage de l'intelligence d'affaires avec nos collègues de Tourisme Montréal. On se répartit aussi les comptes hein, pour s'assurer qu'on travaille en complémentarité et qu'on couvre le plus de territoires possible. On participe à plein d'activités commerciales ensemble. On a même des rencontres chaque semaine, les deux équipes, pour discuter de l'avancement de nos dossiers. Donc, ça aussi, c'est vraiment un travail d'équipe, hein, le travail de développement d'affaires d'occasion congrès. Et sur ce sujet-là, aussi, on a une vigie là, des opportunités d'affaires qui démarque beaucoup Montréal, hein, parce que on identifie des occasions d'affaires naturellement sur le marché des congrès, qu'ils soient domestiques ou étrangers. Et on se concentre sur les associations naturellement. Puis les associations, on sait hein, qu'il y a des hubs dans le monde, là, Paris, Londres, Genève, Chicago, New York, et puis domestiquement aussi Toronto et Ottawa, qu'il ne faut pas négliger. Et c'est pourquoi nos délégués commerciaux sont très souvent dans ces territoires-là, mais on a des gens à la recherche qui identifient des occasions d'affaires sur lesquelles on travaille. On a aussi recours à des comités sectoriels. Le Palais des Congrès a mis sur pied des comités sectoriels qui regroupent des représentants de tous les secteurs porteurs de l'économie du Québec. On pense à l'aérospatiale, les sciences de la vie, logistique, transport, technologie de l'information. Et c'est des gens vers qui on se tourne vers nos comités et on leur dit, bon, ben aidez-nous à identifier des occasions d'affaires pour les années futures. Et comme je disais tantôt, c'est des occasions d'affaires qu'on identifie 4, 6, voire 10 ans à l'avance. Et ensuite, quand on vient pour les travailler, c'est là que le travail devient tellement intéressant. Moi, je considère qu'on a les meilleurs jobs en ville, vraiment. Ça commence, les délégués commerciaux du Palais là, ont presque toujours recours à des champions locaux sur le marché international, certainement. Et sur le marché international, d'ailleurs, on est si bon comme destination parce que le Palais des Congrès, dès son ouverture en 1983, a été un des premiers à s'intéresser au marché international au Canada et en Amérique également. Ce qui fait que encore à ce jour, là, on a des organisations internationales comme ICA, the International Convention Bureau and Convention Centers Association, l'UIA, l'Union internationale des associations, qui classent Montréal année après année après année, bonne première au chapitre du nombre d'événements qu'on accueille à Montréal, des événements internationaux. C'est certain que ce n'est pas tout au palais, il y en a plein dans les hôtels, dans les universités, mais comme destination, vraiment, on excelle sur ce marché-là. Et puis pour identifier là, les personnes là, qui peuvent nous aider réellement à porter des candidatures gagnantes, on se tourne vers nos comités sectoriels, hein, c'est sûr.
mais aussi sur des organisations là, avec qui on a développé des alliances stratégiques. Au cours des 10 dernières années, là, je pense au Fonds de recherche du Québec, à l'IRSST, et puis plus récemment, là, avec Dr Brunet, Robert et Dr Brunet ont développé une alliance stratégique avec le CHUM. Puis, bien sûr aussi, puis il ne faut pas les oublier, il y a une pépinière de champions locaux là, dans nos 11 institutions de haut savoir, là, les 4 universités, les grandes écoles, les centres de recherche, phénoménal, et c'est une force à Montréal là, incroyable. Et ces champions-là, ben, on les identifie, puis on a besoin d'eux pour nous aider à porter nos candidatures parce qu'ils nous donnent accès hein, à des réseaux d'influenceurs et de décideurs. Et je vous jure, hein, ça fait l'envie de nos compétiteurs à Toronto et Vancouver de voir comment on est bien organisé ici à Montréal. Puis en retour, nous, on comprend hein, que ces gens-là, ils travaillent déjà 80 heures par semaine. Là. En retour, nous, on met à leur disposition là, une gamme complète de services d'accompagnement jusqu'à la présentation de la candidature. On s'assoit avec eux et leurs comités locaux, on développe des stratégies, des plans d'action, on fait des analyses budgétaires, on monte des cahiers de candidature, on prépare les présentations, des montages financiers. Tout ça, c'est nous et nos collègues de Tourisme Montréal et les autres fournisseurs là, de l'industrie des congrès à Montréal. Là, on fait tout ça pour eux. Et tout le monde se rend vite compte, en fait, que tout le monde est gagnant. Hein, parce que du côté de nos champions, ben, c'est l'avenue d'un congrès à Montréal, c'est un levier pour leur recherche, un levier pour l'essor économique. Et d'ailleurs, on invite les membres de la Chambre de commerce hein, à lever la main s'ils pensent qu'une confirmation d'un événement au Palais des Congrès pourrait devenir pour leur secteur d'activité là, un levier. Puis, chaque année, hein, comme plusieurs le savent, on accueille, nous, un gala au Palais, puis ça nous fera plaisir là, que vous soyez parmi les champions qu'on honorera du titre d'ambassadeur, hein, du Club des ambassadeurs du Palais des Congrès, pour nous avoir aidé à confirmer un événement, mais surtout là, pour souligner la contribution qu'ils ont fait à la société en général, à la communauté scientifique et l'économie de notre métropole. Donc ça, c'est comme les trois... c'est la Reader's Digest version de ce qu'on fait d'une année à l'autre. Bon. Ben, écoute, je te remercie beaucoup pour ta réponse, puis je comprends que vous travaillez très fort actuellement. Le message à retenir peut-être pour nos participants, c'est maintenant que ça se passe. Les compétiteurs, ils n'attendent pas, sont en train de se préparer pour la reprise pour les prochaines années. Alors, si on a un intérêt pour un congrès, une opportunité, c'est quand même dès maintenant qu'il faut commencer à la travailler parce que c'est un processus de longue haleine. Par contre, je comprends également que c'est vraiment du travail d'équipe, que tout un écosystème, Tourisme Montréal, le Palais, et donc qu'on prend en charge et qu'on aide nos champions locaux. Alors, si quelqu'un veut lever la main, une idée, on publiera ton numéro de téléphone personnel. Oui, donnez-le. Appelez-le. Et bon, ben, écoutez, parfait. Ça m'amène à une question du public. On avait demandé au public de nous poser certaines questions. Robert, on l'a dit plus tôt, le tourisme d'affaires, c'est à peu près 20 de l'impact économique de l'ensemble du tourisme. C'est énorme, mais en plus, comme le disait Luc, il y a toutes sortes d'autres impacts qui ne sont pas inclus, que ce soit le rayonnement international, la connexion pour des futures ententes, ou juste le fait que des gens comprennent à connaître Montréal et soient plus ouverts dans le futur à faire affaire, à venir à Montréal. Alors, c'est très important, c'est très stratégique. La question de Jacques Paradis de OIRAM Communication, c'était quel rôle va jouer le Palais dans la relance du tourisme d'affaires? Et je sais que vous avez, comme le disait Luc, sorti le programme Progrès, mais quel sera votre rôle et comment vous allez aborder cette question de relance du tourisme d'affaires? Mais nous avons vraiment une nouvelle réalité. Hein? Donc, dans le contexte du relancement, c'est absolument critique au niveau d'avoir des standards sanitaires qui sont conformes avec les directives du gouvernement, qui rassurent les clients parce que c'est une question de confiance pour encourager les clients à confirmer et signer. Donc, nous, l'équipe a travaillé très, très fort pour justement monter ces standards, vraiment en suivant en détail les exigences et justement les règles du gouvernement. Et on veut même garantir, on veut vraiment rassurer le client que nous sommes conformes à ces standards-là au niveau de nos opérations. Et aussi,
il y a des coûts avec ces standards sanitaires. Hein? Ça coûte cher, puis il y a plus de coûts par pied carré qu'avant. Et c'est difficile pour le privé à absorber ces coûts-là parce que ils regardent déjà peut-être une baisse de demande au début avec le relancement et aussi peut-être une capacité un peu plus limitée à cause de la distanciation. Donc, nous, on est prêt à absorber ces coûts supplémentaires-là pour avoir ces standards sanitaires en place au palais. Donc, nous, on trouve que c'est une assurance pour nos clients qui sont vraiment importants pour les encourager de venir et tenir leurs événements et signer au palais. L'autre élément, veut ou veut pas, puis c'était déjà là les téléconférences avant la crise, puis c'était pas la fin du monde parce que l'être humain veut se ressembler physiquement. Le marché va revenir. Est-ce que c'est quelle date on peut avoir la discussion? Mais les étapes de relancement sont claires. Et au niveau de rassurer les clients, OK, santé, sécurité, absolument. L'autre partie, c'est le côté technologique parce que l'événement hybride, un événement hybride que nous sommes en train de lancer, c'est parti en personne, physiquement au palais, à un certain niveau, puis ça va devenir peut-être au début, c'est moins en personne, mais ça va devenir de plus en plus en personne quand le marché revient, mais avec un élément virtuel. Donc, un salon, un congrès virtuel attaché avec l'événement physique. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle hybride. Donc, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde qui ne sont pas capables de venir, etc. Mais c'est critique pour nos clients, pour les supporter, pour être capable d'aller chercher la couverture, la visibilité, l'achalandage qu'ils ont besoin d'avoir. Et c'est là où on est en train de bâtir toute une plateforme d'événements hybrides et le rendre comme une valeur ajoutée dans notre offre. Hein. Donc, vous signez, nous allons travailler avec vous, chers partenaires, chers clients, pour amener les éléments d'un événement hybride pour arriver à vos cibles au niveau de votre achalandage. Et ça aussi, on veut rendre ça extrêmement accessible et le plus abordable possible pour les clients. Donc, et ça nous amène ailleurs au niveau de la façon qu'on monte les événements, clé en main, un forfait, etc. Et on va même lancer je vous donne un petit peu un scoop, je l'annonce maintenant, mais nous allons lancer un événement pour nos clients qui sont intéressés d'amener leurs événements à Montréal. On va lancer notre premier événement hybride pour nos clients le 26 et 27 août. Excellent. Pour expliquer c'est quoi et les habituer et on va faire toute une publicité pour Montréal à travers le monde. Écoute, c'est clair, je pense que l'aspect technologique, les événements Figito vont devenir un vecteur de compétitivité pour les palais des congrès partout à travers le monde. Et donc, si on veut maintenir, la statistique que j'ai ici, c'est que Montréal, en 2018-2019, est la ville qui a accueilli le plus de congrès en Amérique du Nord. C'est assez exceptionnel comme résultat. C'est un travail d'équipe. Mais en même temps, tout au long, on le dit, l'attraction de ces congrès-là, ça a une énorme valeur économique directe, mais une énorme valeur de positionnement indirect. Alors, tout le monde autour de l'Amérique du Nord et autour de la planète veulent les attirer. Alors, maintenir la compétitivité du palais, c'est crucial. On ne peut pas le prendre pour acquis. Vous êtes dans cette transformation-là. Du point de vue de la Chambre de commerce, puis je l'ai dit au début, le palais des congrès est un actif stratégique incontournable. C'est essentiel. La semaine dernière, la Chambre a émis des recommandations qui disaient que 7 projets d'infrastructure étaient prioritaires. Parmi ces projets-là, et c'est sans équivoque, et la Chambre est constante depuis plusieurs années, l'agrandissement du palais des congrès est une action au niveau de nos infrastructures qui doit se faire et qui est incontournable de notre avis. Pour le bénéfice de nos participants, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du projet d'agrandissement? Qu'est-ce que c'est exactement? Et de quelle façon ça peut impacter notre compétitivité à court, moyen et long terme? Et à quel point c'est important? Il faut réaliser que le status quo, ça veut dire qu'on est en train de reculer. Okay? Donc, il y a un gros projet d'expansion à Calgary. Donc, Montréal va tomber numéro 4 au Canada. Et aussi, il y a des gros projets aux États-Unis. C'est pas compliqué. Nous, on est, je pense, 16e au niveau de population en Amérique du Nord comme métropole. Puis, on est 48e au niveau de grandeur d'un palais.
d'un centre de congrès. Donc, on risque de tomber à 50, 55 si on ne fait rien. Donc, on était déjà petit et on est en train de devenir de plus en plus petit. Qu'est-ce qui est critique et très, très important dans l'agrandissement, c'est pas juste aussi d'accueillir des grands congrès qu'on n'est pas capable de faire rentrer dans notre palais. La moyenne d'événements qu'on a perdu depuis 10 ans, c'est 18 congrès par année. Et ça va aller en croissance parce qu'il ne faut pas oublier notre backlog est extrêmement fort. On avait une année record alignée pour cette année et on a des années records au niveau de notre pace, la rapidité de réservation dans les années futures. Et ça, c'est basé sur une année record. Donc, on est très, très occupé. Et aussi, drôlement, les standards sanitaires vont limiter un petit peu notre capacité. Et honnêtement, si on regarde qu'est-ce que nous avons sur nos livres cet automne et l'année prochaine, on risque de manquer de l'espace malgré ce qui se passe dans l'industrie. Donc, on a des vrais enjeux. Donc, je trouve que notre business case, notre dossier est plus fort que jamais. Et il faut vraiment réaliser l'importance de cette infrastructure-là. On n'était pas inclus dans les 200 projets du gouvernement parce que ça, c'était déjà des projets approuvés dans les plans capitaux du gouvernement qui étaient accélérés. Mais le projet est très important pour le gouvernement. Je suis très, très bien supporté par ma ministre et le gouvernement en général. Les gens réalisent l'importance. Le gouvernement se fait bombarder par des demandes, on s'entend, là, donc, mais ça reste très, très important comme dossier. Et on a un dossier, un cas très, très solide au niveau de notre argumentaire, au niveau de l'importance et de la nécessité de grandir. Ben, écoute, je te remercie. Écoute, moi, je comprends, des fois, à certains moments, on a des droits de réserve. Moi, je suis à la Chambre de commerce, j'en ai pas. Et ce que je peux te dire, c'est que du point de vue de la communauté d'affaires, de la Chambre de commerce, c'est un projet qui est prioritaire et on invite les différents paliers de gouvernement à le prioriser le plus rapidement possible. Ça fait déjà quelques temps que nous en parlons et c'est extrêmement stratégique pour notre métropole, pour la compétitivité du palais, mais pour l'ensemble de notre économie. Là, on le voit aujourd'hui, on a parlé d'écosystème tout le long de notre discussion. Ça touche les hôtels, les gens de l'industrie touristique, mais également tous nos vecteurs économiques, tous nos secteurs. Alors, en ce sens-là, je pense qu'effectivement, considérant la réaction de nos compétiteurs à l'international, il ne faut absolument pas faire le statu quo parce qu'il ne faut pas prendre pour acquis le rôle de leadership qu'on a bâti au cours des années, qu'on continue de bâtir. Alors, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Alors, écoutez, Luc, Robert, peut-être si vous avez un dernier mot de la fin, on approche de la fin de l'événement. Je vous céderai la parole là, pour un petit mot de fermeture. Alors, Luc, si tu veux ajouter quelque chose, c'est maintenant. Je dirais simplement, merci beaucoup pour la tribune, Jean-Denis. C'est malgré l'impact de notre industrie, souvent c'est une industrie qui n'est pas très, très connue, où on n'est pas reconnu comme tel. Donc, j'apprécie beaucoup. Et continuons à lancer le message que notre succès à l'international, ça commence ici localement. Là, on a des secteurs porteurs de notre économie tellement forts et tellement impressionnants. Et puis, c'est là-dessus qu'il faut miser toujours. Là. Robert? Mais moi, je reste très optimiste. Hein? Le marché va revenir, OK? Un être humain a besoin de se connecter physiquement, puis on le sent, hein? Le télétravail et les Zooms et tout ça. Donc, les gens, ils vont vraiment avoir hâte, puis je pense qu'il va y avoir comme une accumulation de demandes. Donc, il faut être vraiment prêt pour ça. Montréal, c'est une destination qui est très simple à vendre. Hein? Des fois, on oublie la bonne réputation de Montréal à travers le monde. On a le luxe de parler avec ces gens un peu partout sur la planète, puis les gens trippent sur Montréal. Mais il ne faut jamais perdre cette histoire de qu'on est le leader d'événements internationaux pour l'Amérique du Nord. C'est incroyable. Et puis, il y a une raison pour ça. Donc, on a le produit, on a le talent, on a la créativité, on a la culture. C'est incroyable. Puis, il faut vraiment, je pense, travailler. Puis, on travaille très, très bien ensemble comme équipe hein, de Montréal avec les joueurs qu'on connaît. Mais il faut même travailler plus fort dans notre collaboration. Et moi, je suis convaincu que c'est la recette gagnante pour amener Montréal complètement ailleurs au niveau de le relancement. Il y a une opportunité en arrière de la crise. Hein? Puis les gens qui sont plus agiles, proactifs et agressifs dans le marché et créatifs vont gagner. Et nous avons l'opportunité pour le faire ensemble.
Merci beaucoup, Robert. Écoute, moi, ce que je peux faire, c'est assurer de la collaboration de la Chambre. Je peux même m'avancer, je pense, pour nos participants qui étaient là, qui attendaient de bien partager la vision que vous aviez. On va travailler ça ensemble. Finalement, je vais inviter nos participants à notre prochain événement. Le 22 juin prochain, nous accueillerons la mairesse Valérie Plante qui va venir présenter à la Chambre son plan de relance économique. Alors, c'est un rendez-vous. Et sur ce, au plaisir de collaborer, je souhaite à tous une bonne fin de journée. Au revoir. Merci à vous tous.